Oui, il m'appartient de présenter la soirée, puisque je vous ai beaucoup de fois, de nombreuses fois, annoncé la venue d'André Bourgeot. Je vous ai aussi raconté, je crois, plusieurs fois aussi, comment on s'est rencontrés dans le désert il y a 40 ans. Et c'est la première fois, mais non, tu étais tout petit. Et la dernière fois, c'était tout à l'heure à la gare de Saint-Exupéry, qu'il a beaucoup admiré. Et c'était l'occasion de lui faire promettre de revenir me voir plus longtemps, parce qu'il repart demain. Aussi vite qu'il est arrivé. Donc vous avez eu l'occasion d'entendre des choses sur mon petit coin de désert, micro-société, micro-géographie, autour de la région de Tougourt et de ses extensions, mais plus par la pensée que dans des réels parcours. Cette fois, donc, André va nous parler des géographies plus vastes qui vont non pas de l'Euphrate à l'Atlas, pour reprendre une expression, mais en tout cas tout le Sahel, d'est en ouest ou d'ouest en est. Donc ce ne sera pas seulement le dessous des cartes, mais les dessous des territoires qu'on va entendre. Je ne dis pas plus, hein, c'est... Marhaba. Bienvenue. Sahel. Bon, je crois que tu exagères quand tu dis 40 ans, moi je crois que c'était avant-hier, mais peut-être que je me suis trompé. Ça passe vite, hein. Voilà, merci pour la présentation. Donc, je m'appelle André Bourgeot, je suis directeur de recherche émérite au CNRS. Alors, émérite, ça veut dire que je suis, comme il a dit, il a fait référence à 40 ans, c'est-à-dire que je suis à la retraite, en retraite depuis maintenant 5 ans, et que dans cet organisme de recherche nationale, on peut accéder au statut d'émérite. Ça veut dire que sur la base d'activités scientifiques passées et sur la base de programmes scientifiques à venir, avec toute une procédure administrative, on a ce statut un peu particulier qui est émérite, qui veut dire qu'on peut continuer à assurer des activités scientifiques, mais en touchant sa pension et non plus le salaire. Ça veut dire qu'on peut bénéficier de toute l'infrastructure, les bureaux, le téléphone, les missions, toujours diriger des thèses, etc., etc. C'est un peu le statut d'émérite. Ensuite, la conférence, je l'ai axée sur un programme de recherche qui s'intitule « Nouveaux enjeux dans l'espace saharo-sahélien », qui est un programme de recherche que j'ai proposé à la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme et qui a été accepté en 2007 et qui a commencé à faire des études en 2008. Ce programme-là fera l'objet de la tenue d'un colloque international qui devrait se tenir du 12 au 15 décembre 2011. Si toutefois je trouve le budget pour le financer, et par les temps qui courent, ce n'est pas une chose très facile. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. J'ai organisé cette conférence autour de 4 points. Les premiers points, je ferai une présentation un peu rapide de ce que c'est le Sahara dans l'ensemble africain, avec quelques données sur le climat, les zones écologiques, etc. Et présenter aussi les 4 ou 5 pays concernés par ces nouveaux enjeux dans l'espace saharo-sahélien, à savoir la Mauritanie, tous les septentrions mauritaniens, maliens, nigériens, l'extrême sud algérien et bien sûr aussi le nord tchadien. J'axerai essentiellement sur le Mali et sur le Niger parce que c'est deux États, deux pays que je connais le mieux. La Mauritanie, j'y ai travaillé autrefois, mais pas dans le cadre de ce programme-là. Donc je ne ferai simplement que des références à la Mauritanie et puis quelques références au Tchad aussi, où j'ai travaillé, notamment avec les Toubous et les sociétés arabes et peuls dans la zone sahélo-soudanienne. La deuxième chose, et là je rentrerai dans le vif du sujet, c'est que je vous parlerai de 3 temps forts que je considère comme étant des ruptures dans l'évolution, dans l'histoire du Sahara. Maintenant c'est le Sahara, c'est plus l'espace saharo-sahélien. Je pense qu'il faut focaliser sur le Sahara, à savoir d'abord le moment de la décolonisation avec la création de l'Organisation commune des régions sahariennes. Ensuite, donc ça c'est les années 60, 61, 62. La deuxième rupture historique qui a des conséquences et des bouleversements au niveau mondial, c'est l'effondrement de l'Union soviétique. Et puis ensuite, troisième élément de rupture, parce que là on voit bien les nouvelles situations qui se créent à l'issue des événements du 11 septembre 2001 avec l'intervention des fondamentalistes et des djihadistes. Donc ce sera les 3 temps, les 3 repères historiques sur lesquels je vais un peu m'approfondir,
en précisant que la problématique que je vais essayer de développer, c'est que contrairement à une idée reçue, le Sahara a toujours, je dis bien toujours, été l'objet d'enjeux politiques. Même à l'époque de l'Empire romain avec les limes, ça a toujours été l'objet d'enjeux politiques, de conquêtes, bien sûr, à l'époque coloniale, mais bien avant aussi. Donc je partirai du Sahara présenté comme étant la terra incognita jusqu'au Sahara qui fait l'objet d'enjeux, de compétition, notamment à propos des industries extractives, des ressources minières telles que l'uranium et le pétrole. Donc c'est tous les éléments que j'aborderai. Donc dans un premier temps, vous avez ici le Sahara, je ne sais pas pourquoi, ils ont surtout mis en évidence le Sahara algérien, mais c'est peut-être le plus connu, c'est peut-être la raison pour laquelle le cartographe a présenté cet espace-là. Donc ensuite, on va passer à la seconde diapo. Donc ça, c'est une vue satellitaire qui déjà donne une idée du Sahara. Comme vous le savez sans doute, le Sahara part de l'océan Atlantique jusqu'à la mer Rouge. C'est toute cette bande-là, alors qu'habituellement, dans nos représentations, dans nos conceptions issues de la colonisation, quand on parle Sahara, on parle surtout Sahara français, mais c'est pas ça le Sahara, c'est toute la bande qui va, encore une fois, de l'océan Atlantique jusqu'à la mer Rouge. C'est ce que montre cette photo satellitaire. La suivante. Merci. Donc là, la diapo montre les différentes zones. Par les couleurs, on voit bien en évidence toute cette partie saharienne en jaune, donc considérée comme zone aride, et puis la partie au sud du Sahara, là, au sud du tropique du Cancer, ce qu'on appelle le Sahel, puis ensuite la zone sahélo-soudanienne, la zone soudanienne, etc. Donc ça, c'est pour avoir une vue de l'ensemble. Ensuite, je crois que ça va être les pays sur lesquels je vais parler. Donc le Maroc, l'Algérie, vous voyez le Mali, le Niger, le Tchad. Donc c'est tout cet ensemble-là que j'ai appelé l'ensemble saharo-sahélien parce que aussi il y a une partie sahélienne qui est comprise dans cet ensemble. Et sur le plan politique, notamment avec les situations qui prévalent actuellement avec l'intervention militaire, de l'intervention militaire des Occidentaux en Libye, j'aborderai aussi le problème des conséquences sur l'ensemble de cette région. Donc Maroc, Algérie, Libye, Tchad, Niger, Mali. Je ne dirais pas grand-chose de la Libye parce que j'y ai jamais travaillé, donc mes connaissances sont essentiellement des connaissances livresques, mais je l'aborderai sous un angle plus politique puisque la situation qui prévaut depuis maintenant 15 jours, 3 semaines est assez inquiétante pour l'ensemble des pays saharo-sahéliens. Et puis donc Mali, Niger, Tchad. Donc cette région, vous voyez Tessalit là, sur la gauche qui se situe dans la Dar Iforas, la Dar des Iforas. Le Niger, là où j'ai travaillé quelque temps, je dirais pas un nombre de décennies, notamment au nord dans un massif montagneux qui s'appelle l'Aïr. Le Tchad aussi, j'ai travaillé un petit peu au nord, et en Libye, je connais presque rien de la Libye. Voilà pour la présentation des caractéristiques climatiques. Non, c'était tout à l'heure les caractéristiques climatiques. On pourrait définir le Sahara par opposition au Sahel comme un espace qui n'est pas traversé par des saisons pluvieuses et saisons sèches, ce qui ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas des pluies, loin de là. Il y a même des pluies qui débouchent sur des torrents, des pluies très très violentes, mais ce n'est pas des pluies saisonnières, contrairement à l'espace sahélien où il y a des cycles réguliers de saison des pluies. Oui, un mot encore là-dessus. Pourquoi avoir présenté cette photo? Parce que là, on aborde le problème du Sahara en termes politiques, puisqu'on voit le découpage à travers les différents États-nations issus de la décolonisation. C'est la raison pour laquelle je voulais vous montrer cette photo. La suivante, je ne sais pas laquelle c'est, mais on va savoir tout de suite. La suivante, je ne sais pas non plus pourquoi ils ont mis la Libye là. Enfin, si, on va en parler tout à l'heure. Suivante. Donc, oui, l'intérêt de cette photo montre que le Sahara a toujours été traversé, soit par les caravanes, soit par les échanges transsahariens. Le commerce transsaharien est très ancien, il date du 6e et du 16e siècle. C'est aussi la référence au trafic saharien à propos du trafic esclavagiste, le trafic d'esclaves. Merci. Il n'y a pas eu que la traite atlantique, ça a été précédé par la traite transsaharienne qui a fait l'objet d'acheminement de marchandises d'esclaves venant des pays côtiers ou des pays du Sud, avec une importance peut-être moins grande que la traite maritime,
mais quand même qui a existé. Donc voilà, c'est des échanges, notamment à propos du sel. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il fut un temps où le sel servait de monnaie de référence, bien avant l'or. Le prochain, je peux regarder là, oui, alors là, ça c'est l'Algérie. L'intérêt, c'est que je vais pas mal quand même parler de l'Algérie, c'est pour vous montrer que l'Algérie, c'est 9/10 du territoire algérien, c'est zone aride, c'est Sahara, c'est zone désertique, il y a simplement que cette bordure septentrionale qui ne participe pas, c'est tout ce qu'il y a avant l'Atlas qui ne relève pas de ces zones arides. Ensuite, bon, je sais pas, il n'y a pas grand intérêt à celle-ci, je ne sais pas pourquoi je l'ai mise. Ah oui, ici, pour le Sahara occidental, ouais. Voyez la suivante. Bon, là ça donne une idée globale de tous les États qui composent le continent africain. Donc, vous voyez tout ça. Ouais, je crois que les petits drapeaux bleu, blanc, rouge doivent signifier la présence des troupes militaires françaises dans ces pays-là. Alors, il faudrait rajouter, bien sûr, la Mauritanie et aussi le Niger, puisque depuis la prise d'otage des salariés de la société Areva, il y a aussi des militaires français qui sont sur place actuellement à Niamey, mais je développerai ça après. Donc voilà pour la présentation générale. Maintenant, je vais rentrer. Oui, vous pouvez éteindre le tout si vous voulez. Je vais rentrer maintenant dans la présentation historique parce que je pense qu'on ne peut pas faire d'anthropologie sans avoir recours à l'histoire. Et comme un des thèmes de cette conférence va porter sur les processus de territorialisation, ça oblige à avoir une approche historique. À l'époque coloniale, dès le début de l'époque coloniale, notamment dans le Sahara algérien, on a déjà recours à la notion de territoire. On parle des territoires du Sud, qui était à l'époque dirigé par un général qui s'appelle Lapérine, qui était un des amis assez proches d'un autre personnage mythique du Sahara, à savoir un religieux, le révérend père Charles de Foucault, où il y avait une communauté de points de vue, une communauté de stratégie aussi. Donc déjà la notion de territoire intervenait à cette époque. C'était le même cas pour le Niger, c'était le même cas pour le Mali. Donc la notion de territoire au sens politique du terme, ça veut dire un espace qui est bordé par des frontières et qu'on peut défendre et qu'il faut défendre lorsqu'il est agressé de l'extérieur, ce n'est pas une notion récente. Je fais un petit détour en arrière en faisant référence, avant d'aborder cette époque coloniale, en faisant référence aussi à l'époque romaine avec le problème des limes. Donc déjà à l'époque romaine, il y avait une volonté politique de limiter des espaces, donc des territoires, qui visaient à une conquête. La deuxième chose, je passe très rapidement sur cette époque-là, aussi cette fois-ci sur des critères d'ordre religieux, les oppositions qu'il y a pu avoir entre les Almoravides et les Almoravides, là cette fois-ci sur des critères d'ordre religieux qui visaient à définir des espaces et voire des territoires tels que je l'ai défini tout à l'heure dans le sens politique du terme. Pour moi, la notion de territoire est une notion fondamentalement politique que je distinguerais de celle d'espace, laquelle notion d'espace est une notion d'ordre géographique qui est pour moi plus facile à utiliser pour les sociétés pastorales, compte tenu du fait que le pastoralisme nomade, il est fondé sur la mobilité et la flexibilité. Donc cette notion de flexibilité fait fi, bien sûr, des frontières qui, elles, sont érigées, notamment par la formation des États-nations. Une petite digression à propos de frontières. Disons, depuis 10, 15 ans ou 20 ans, il y a une prolifération d'associations sans frontières, vétérinaires sans frontières, chevaux sans frontières, anthropologues sans frontières, enfin tout ce que vous voulez sans frontières. Et dans ce contexte où il y a prolifération de frontières, des murs s'érigent un petit peu partout. Je fais référence ici avec les murs avec la Palestine, je fais référence ici avec les murs qui s'érigent au Mexique, entre le Mexique et les États-Unis, pour montrer un petit peu les contradictions entre les sans frontières et les moments où ça devient de plus en plus emmuré. Sans frontières, on pourrait penser que ça débouche sur des relations, dans le cadre d'une mondialisation, sur des relations beaucoup plus étendues et beaucoup plus spontanées. Et il s'avère que pas du tout. Il y a des replis frileux, soit sur l'ethnie, soit sur l'individu, alors qu'on est en pleine mondialisation qui fait recours aux sans frontières.
Donc, après cette époque des Almoravides et des Almoravides, je vais passer très très vite parce que après cette époque-là, et ça dure pendant 1 ou 2 siècles, il n'y a pas grand-chose qui se passe, si ce n'est qu'il y a quand même pénétration du Sahara à travers l'instauration des ribats, donc des fortifications, pour mentionner que le Sahara n'est pas cet espace inhabité, mais qu'il a toujours été habité d'une part, et d'autre part sillonné par le trafic caravanier à travers les échanges commerciaux transsahariens en relation avec les Oasiens. Souvent, quand on parle de Sahara, on imagine simplement des sociétés pastorales avec les grandes caravanes. Non, il y a eu quand même des oasis, et il y avait une complémentarité dans le système économique saharien entre les sociétés pastorales et les sociétés oasiennes, à travers, la plupart du temps, des relations de dépendance entre ces deux types de populations. J'en arrive maintenant à la période coloniale, donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, la répartition, la division de territoires coloniaux, et j'en arrive au moment des indépendances dans les années 60, 61, 62, notamment à propos de l'organisation commune des régions sahariennes qui intervient dans le contexte historique de l'indépendance de l'Algérie. À partir de 1958, si ma mémoire est exacte, se crée le ministère du Sahara. 58, c'est en pleine guerre d'Algérie. L'indépendance ayant lieu en 1962. C'est à cette époque, 58-59, que se crée l'organisation commune des régions sahariennes qui recouvrait l'espace saharien actuel et qui recelait les ressources minières pétrolières extrêmement importantes. L'objectif dans ce contexte d'indépendance et de décolonisation visait à séparer l'Algérie du Nord de tout l'espace subsaharien qui ne représentait pas de grands intérêts puisqu'il n'y avait pas de ressources minières importantes. Donc c'est vous dire que déjà, au moment des indépendances, il y a eu de gros enjeux sur les ressources minières, notamment sur le pétrole, à travers cette organisation commune des régions sahariennes, dont l'espérance de vie a été simplement de quelques mois parce que les États nouvellement indépendants ont refusé ce nouveau découpage territorial, au sens politique du terme, qui lésait bien sûr les intérêts et la mise en place des nouveaux États-nations. Donc ce n'était pas simplement une organisation économique, la finalité était aussi des finalités d'ordre politique qui visaient à séparer l'Algérie du Nord de la zone subsaharienne. L'OCRS a fait l'objet de débats politiques assez houleux au moment des accords d'Évian, parce que, bien sûr, l'Algérie n'était pas du tout sur les positions de libérer le Sahara et d'en faire une zone autonome. Donc c'était à l'ordre du jour et finalement l'Algérie a maintenu ses positions et on est tombé sur les frontières actuelles de l'Algérie. Ça c'est le premier point. Maintenant le deuxième point, je faisais référence tout à l'heure au deuxième tournant historique, à savoir l'effondrement du régime soviétique qui organisait le monde en 2 blocs. Cette disparition de l'organisation du monde en 2 blocs a eu des conséquences assez rapides et encore immédiatement par ce que j'ai appelé une recomposition des zones d'influence sur l'ensemble de cet espace saharo-sahélien. J'y reviendrai tout à l'heure, je développerai. Je fais simplement référence à ça puisque c'est encore aussi les conséquences politiques que l'on subit actuellement. Et maintenant, je vais rentrer plus dans le vif du sujet, à savoir qu'est-ce qui se passe dans cet ensemble saharo-sahélien après le 11 septembre 2001, lorsque les 2 tours, je crois bien, de New York ont été attaquées par le mouvement djihadiste. Une des premières réactions à l'époque, c'était le président Bush qui dirigeait les USA. Il engage une lutte, il devient le leader mondial de la lutte contre le terrorisme. Et les USA étaient également, à cette époque-là, le leader mondial contre la drogue. La première mesure qui est prise dans la lutte contre le terrorisme concerne l'espace Sahara avec l'initiative politique qui s'appelait le Pan Sahel Initiative, PSI,
qui a consisté à envoyer des militaires américains en Mauritanie. Des négociations aussi ont eu lieu avec le Mali et avec le Niger pour négocier la présence de militaires américains visant à la formation des militaires nationaux, mauritaniens, maliens, nigériens. Donc c'est l'objet de négociations d'État à État. Ce PANSEL initiative a été doté d'un budget qui n'était pas très important, mais qui était suffisant pour former les militaires nationaux à la lutte contre le terrorisme. En Mauritanie, en 2002, il y avait déjà 500 militaires américains. Au Mali, il y en a eu une centaine qui étaient d'abord basés à Gao. Au Niger, il y a eu aussi la présence de militaires américains visant à la formation des militaires nigériens, avec comme point d'interrogation qu'il semblerait, selon les informations que j'ai eues, que ces militaires ne sont pas restés pour des raisons d'ordre politique et qu'ils ne sont pas revenus. C'était une présence ponctuelle. Ponctuelle, ça veut dire qu'ils n'étaient pas là en permanence. La nouvelle stratégie aussi des Américains à cette époque était de ne pas apparaître en première ligne, compte tenu du fait qu'ils avaient tiré des leçons de leur présence en Irak et en Afghanistan, et ils considéraient qu'il valait mieux être en second plan et faire intervenir les nationaux. C'est encore la politique qui est appliquée actuellement. 2002, lutte contre le terrorisme. Je me suis amusé à faire le recensement des actes terroristes dans l'espace saharo-sahélien. Il n'y a aucun acte terroriste en 2002. Les premières prises d'otages dans cet espace-là interviennent à la fin 2003. Je crois que c'est important de mentionner que les premières prises d'otages interviennent à la fin 2003 et non pas en 2002, parce qu'on peut s'interroger sur le fait pourquoi débloquer un budget, pourquoi faire intervenir des militaires pour former des militaires nationaux à la lutte contre le terrorisme, alors qu'il n'y a pas eu d'acte particulier dans cet espace saharo-sahélien, mais bien sûr, ça renvoie à l'Algérie, avec notamment le GSPC, où il y a eu des actes terroristes fréquents sur le territoire algérien, mais pas dans l'espace mentionné. Ce n'est qu'à partir de fin 2003 où il y a une prolifération de pratiques terroristes différentes. Alors, à cet égard, je crois qu'il n'est pas inutile de montrer les spécificités des actes de l'AQMI, puisqu'il s'agit de l'AQMI. À cet égard, peut-être vous préciser, si vous n'avez pas suivi l'évolution de ce qui s'est passé en Algérie, vous savez que le FIS, donc mouvement, parti politique djihadiste fondamentaliste, avait gagné les élections et que ces élections ont été remises en cause, que ça a débouché sur un état d'urgence et sur une forme de guerre civile en Algérie. À la disparition du FIS, il y a eu la création du GIA, du groupe islamiste armé, puis ensuite le GSPC. Le GSPC ayant été démantelé par les forces militaires algériennes, s'est créé l'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, donc qui se réclame de liens avec Ben Laden, donc avec Al-Qaïda. Une de ses caractéristiques, c'est que l'AQMI est surtout présente dans ces pays-là, la Mauritanie, le Mali, le Niger, et puis le Tchad à un degré moindre, la Libye aussi, on en parle encore actuellement avec la présence de Al-Qaïda à Benghazi. Donc les conditions de création de l'AQMI, peut-être que pour votre précision, il est utile de mentionner que ce groupe est dirigé par des cadres algériens, mais que la composition de l'AQMI est très hétéroclite. Hétéroclite à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que vous avez au Maroc un mouvement national djihadiste qui a été combattu par les autorités étatiques. Certains ont été condamnés à des peines, ont été emprisonnés, et lors de leur libération, ils ont rallié le groupement de l'AQMI en territoire saharien. Pareil pour la Libye. La Libye a été confrontée à un mouvement djihadiste national dont le guide de la révolution a combattu ces éléments-là, les a mis en prison, et après les prisons, ils ont été libérés. Eux-mêmes ont rallié l'AQMI au Sahara. Donc c'est vous dire que dans ce groupement-là, c'est quelque chose de très hétérogène. C'est-à-dire qu'il y a des gens
qui ont comme objectif des objectifs politico-religieux, mais pas uniquement, parce qu'on sait très bien que aussi il y a des compositions, l'AQMI est composé d'éléments qui viennent de pays subsahariens, du Nigeria, du Ghana, du Libéria, donc c'est un peu un conglomérat très diversifié et c'est assez difficile de cerner ce qu'est l'AQMI, d'autant que on n'a pas suffisamment de discours, de prêches qui permettent de pouvoir faire une analyse politique sur les objectifs de l'AQMI. Donc il y aurait, et je pense qu'effectivement, il y a des liens, peut-être pas des liens structuraux ni des liens organiques, mais qu'il y a des liens entre l'AQMI et puis bien sûr l'Algérie. Je passe sous... je ne rentre pas dans les détails, mais il y a toute une théorie qui consiste à dire que certains services de renseignement algériens, DRS, donc des agents de la DRS, auraient infiltré l'AQMI et que certains de ces éléments seraient encore présents dans cette entité islamique. Voilà pour l'aspect politique, pour l'aspect religieux, en mentionnant qu'une des particularités de l'AQMI, qu'il ne faut pas appréhender comme un tout et ne pas penser que l'AQMI a les mêmes pratiques que sur les 3 ou 4 pays que j'ai mentionnés. On constate, c'est simplement un constat, que les otages, le pays qui est en définitive, j'allais dire, producteur d'otages est le Niger, otages marchandises, je reviendrai aussi là-dessus, et que les otages sont regroupés au nord Mali, dans un massif qui s'appelle le Timedrine, alors que les pratiques des djihadistes en Mauritanie visent surtout les édifices publics, les casernes, et sous forme aussi d'attentats suicides. Donc il y a 3 types de pratiques différentes. Ces 3 types de pratiques différentes se concentrent sur le nord Mali, et je pense que l'on peut utiliser cette notion de sanctuarisation. Je pense qu'au Mali, il y a une sanctuarisation avec la présence pérenne des éléments de l'AQMI, ce qui n'est pas le cas au Niger. À ma connaissance, on ne peut pas parler de sanctuarisation dans le septentrion nigérien. Pourquoi sanctuarisation dans le nord Mali? Je crois que là aussi, il faut faire référence à l'histoire particulière du Mali. Vous savez que le Mali, toute la partie septentrionale du Mali a été interdite pendant à peu près une trentaine d'années à la suite de la révolte qui a eu lieu en 62, 63, 64, et qu'à l'issue de cette révolte, tout le nord Mali était interdit. Donc ça a déjà créé les conditions encore plus que d'une marginalisation qui a débouché sur la situation suivante, c'est que tout le nord Mali dépendait sur le plan de la nourriture, sur le plan de l'alimentation de l'Algérie et donc de la fraude entre l'Algérie et puis le Mali. Concrètement, ça veut dire que le jour où les autorités politiques algériennes décident d'arrêter la fraude, pratiquement tout le nord Mali ne peut pas survivre. C'est à peu près la même situation aussi en ce qui concerne le nord Niger, cette fois-ci dans la région de Bilma, où une grande partie de l'alimentation vient de Libye. C'est pour montrer les interactions, les dépendances qui se créent entre ces zones délimitées par des frontières, comme vous l'avez vu, tracées à la règle, et des frontières qui sont particulièrement poreuses. Je crois que le bornage des dernières frontières, je crois que ça doit dater de 2 ou 3 ans, avec les difficultés pour les tracés, y compris entre le tracé de la frontière entre le Niger et le Bénin, qui a fait l'objet de décisions de justice après plusieurs mois de débats sur la délimitation de la frontière. Donc c'est pour dire que tous ces espaces-là ont évolué en dehors de toute autorité politique centrale. Je considère que cet espace-là était en déshérence étatique. Ça veut dire que cet espace ne faisait pas l'objet de l'application des souverainetés nationales pour les raisons suivantes. C'est que l'État-nation qui a été construit au moment des indépendances est un État-nation artificiel. Donc une nation, ça ne se construit pas comme ça en se décrétant. Donc il y a eu des oppositions très fortes entre le nord et le sud, d'autant qu'en ce qui concerne le Mali, encore une fois, le fait d'avoir créé un isolat politique pendant
C'est réouvert, je crois, après la conférence nationale 90, 91, 60. Donc après 30 ans de marginalisation, c'est difficile après d'intégrer ces espaces-là dans les structures étatiques. Donc le pouvoir d'État est un peu représenté, si ce n'est qu'à travers la présence de militaires. Au moment de la révolte de 63-64, l'armée malienne qui était à l'époque sous la présidence de Modibo Keïta a été particulièrement violente, et ça a laissé des traces dans la mémoire collective de ces populations nomades composées de populations pastorales maures, notamment Béraviche, et Touareg. Tout cet espace du nord est occupé et sillonné par les Maures Béraviche, les Balabeurs aussi, ainsi que des populations Touareg. Toute la boucle du Niger, si vous voulez, est composée de ces deux grandes sociétés pastorales. J'ai parlé de l'AQMI. Alors il y a autre chose qui est aussi très important. Dans le début de la conférence, j'ai mentionné que je parlerai des industries extractives en précisant les particularités de chaque pays. Et là, je reviens sur le Mali. Vous avez trois grands bassins miniers importants, notamment le bassin de Taoudeni qui est à cheval entre trois États, la Mauritanie, le Mali et l'Algérie, ce triangle-là, qui recèle des ressources pétrolières non négligeables, beaucoup plus importantes que le bassin du Tamesna, lequel Tamesna est un espace saharien qui se situe sur cette bande septentrionale du Mali, qui recèle aussi des ressources pétrolières, mais moins importantes que celles de Taoudeni. Et là, on observe, il suffit de dépouiller le journal officiel dans les archives, et on voit à quel point les sociétés et les multinationales étrangères sont présentes pour l'accès et le contrôle de ces ressources. Je disais tout de suite que c'était le triangle Mauritanie, Mali et Algérie. La Sonatrach, qui est une société d'État algérienne, est particulièrement présente dans cet espace malien. Notamment, je rentre un petit peu dans les détails à propos d'un bloc qu'on appelle le bloc 20, qui recèle qui est prometteur, en tout cas au niveau de l'exploitation. Vous avez aussi Total, qui est très présent, lui, du côté de Mauritanie. Donc il y a une compétition assez forte entre ces différentes sociétés et multinationales qui interviennent dans le pétrole. Au point où, actuellement, le contrat qui a été signé entre les autorités maliennes et les autorités algériennes à travers la Sonatrach, laquelle Sonatrach aurait dû déjà passer à l'exploitation, mais l'exploitation ne s'est pas faite, arguant du fait que la sécurité n'était pas réunie, on ne pouvait pas passer à l'exploitation. En fait, le fond du problème n'est pas celui-ci. La Sonatrach attend le résultat de l'exploitation du pétrole sur la partie mauritanienne qui est assurée par Total, pour savoir si cette exploitation est suffisante est bonne et suffisante pour que Sonatrach passe aussi à l'exploitation de ce pétrole-là, côté malien, sur le même bloc. Vous voyez, vous avez un site pétrolier qui traverse trois frontières, d'où l'enjeu sur les frontières. Frontières, bien sûr, qui, encore une fois, sont complètement poreuses. Donc c'est le troisième élément qui constitue un enjeu extrêmement important et qui fait l'objet de compétitions notoires. À la différence du Niger, dont je parlerai tout à l'heure, la situation au Mali fait en sorte qu'on assiste un peu, c'est une image, c'est pas dans le sens guerrier du terme, mais qu'on assiste plutôt à une guerre de positionnement entre les différentes multinationales et les grandes sociétés nationales d'État pour le contrôle de l'accès à leurs ressources. Ce qui n'est pas le cas au Niger, compte tenu du fait que la distribution a été faite. Donc maintenant, je vais aborder le problème des industries extractives au Niger, notamment à propos de l'uranium et du pétrole. Je commencerai par le pétrole, puisque tout à l'heure, j'ai parlé du pétrole pour le Mali. Il y a une société que tout le monde connaît, c'est la société ExxonMobil, à qui on avait donné, les autorités nigériennes avaient donné le permis de recherche et le permis d'exploitation d'Agadem. Agadem est en pleine zone du Ténéré nigérien, à condition que cette société multinationale américaine
accepte de créer une raffinerie et de développer le réseau routier, ce qui n'a pas été accepté par cette compagnie américaine. Et la même proposition a été faite aux Chinois. On arrive maintenant, vous voyez, aux Chinois. Lesquels Chinois ont dit pas de problème, nous on vous fait une raffinerie, on vous développe le réseau routier. Ils ont même envisagé aussi le tracé d'un chemin de fer. Ça veut bien dire que déjà on assiste à une compétition très forte entre les États-Unis et puis aussi la Chine qui est particulièrement présente dans cette partie-là, au point où la CNPC chinoise, donc la grande société nationale chinoise, était sur le point d'acquérir le deuxième gisement le plus important au monde d'uranium, à savoir le gisement d'Iboraren, et qu'il a fallu une intervention à un haut niveau, par une personne qui n'est pas haute mais qui est petite, pour que ce gisement d'uranium puisse rester entre les mains de Areva. Comme vous le savez, Areva est une grande société qui extrait l'uranium et qui le transforme en uranate depuis déjà une quarantaine d'années sur le site d'Arlit. Donc l'uranium a constitué une compétition et un enjeu important entre la France et la Chine. Cet enjeu important, encore une fois, a nécessité le déplacement d'une haute personnalité pour faire en sorte que ça ne passe pas entre les mains des Chinois. Donc les Chinois sont quand même assez présents en Afrique, notamment aussi sur le pétrole offshore. Ils sont assez présents en Angola. Donc si vous voulez, c'est le nouvel arrivé sur ce continent africain qui fait en sorte qu'on peut, en tout cas c'est mon hypothèse, que l'on assiste à une recomposition des zones d'influence avec, disons, 3 ou 4 grands pays qui se disputent le contrôle, à savoir les États-Unis d'Amérique, la France qui revient aussi, je vais aborder aussi tout à l'heure le problème du retour de la France, les Chinois et aussi d'autres sociétés non négligeables, notamment les pays émergents tels que l'Inde et la Russie qui sont présentes pour les permis de recherche et d'exploitation au Niger et au Mali. Pourquoi je parle de retour de la France ? Je parle de retour de la France parce qu'il fut un temps où on sentait bien avec ce Pan Sahel Initiative que la présence militaire américaine était plus importante que la présence française. Or, depuis 2 ou 3 ans, avec le commandement opérationnel COS, commandement opérationnel spécial, on constate un retour des militaires français, notamment en Mauritanie, au Mali et au Niger, à la suite des événements, des prises d'otages des 7 salariés de la compagnie Cominac et puis de l'autre compagnie dont j'ai oublié le nom, Satom. Voilà, donc ce retour-là fait en sorte qu'on peut poser la question suivante, c'est est-ce que l'on n'assiste pas à de nouvelles formes de militarisation de cet espace saharien. Pourquoi militarisation ? Militarisation, ça ne veut pas dire présence effective d'hommes en uniforme, mais ça veut dire présence indirecte, discrète de militaires étrangers. La preuve, sur les Américains avec le Pan Sahel Initiative qui s'est transformé à partir de 2005 en TSTCI, Trans-Sahara Counter-Terrorism Initiative, dont le budget était 10 fois supérieur à celui du Pan Sahel Initiative. Dans un contexte, et c'est important, dans un contexte où la politique américaine visait à instaurer un commandement américain au niveau du continent africain, l'AFRICOM, vous avez probablement entendu parler, l'AFRICOM qui a été refusé par tous les pays. Donc aucun pays africain n'a accepté la présence d'un commandement américain sur le continent africain, ce qui est quand même aussi une forme d'échec, c'est-à-dire que maintenant l'AFRICOM est toujours à Stuttgart en Allemagne. Donc ça revient sous des formes un peu différentes, mais les tentatives et les objectifs demeurent les mêmes, mais encore une fois de manière plus discrète. Il en va de même du côté des militaires français avec cette nouvelle notion de commandement opérationnel spécialisé qui est complémentaire aussi à des contrats, des conventions signées entre l'État français et certains États africains sur la présence pérenne, cette fois-ci, de militaires français. Je crois qu'il y en a toujours au Sénégal, il doit y en avoir bien sûr au Tchad,
Il doit y en avoir encore probablement en RCA sous réserve de vérification parce que j'en suis pas sûr. Donc une complémentarité entre une présence militaire pérenne et une présence ponctuelle qui est liée aux circonstances, ce qui est le cas de la présence des 80 ou 90 militaires français actuellement à Niamey qui sont venus après la prise d'otage et légitimés aussi par cette prise d'otage des 7 salariés de la société Areva, dont 5 Français. 3 ont été libérés. Madame, j'ai oublié son nom, c'est pas parce que c'est une dame, mais j'ai oublié son nom. Le Togolais a été libéré, le Malgache aussi a été libéré, et on attend maintenant des nouvelles des 4 autres qui sont actuellement en otage. Et probablement, je prends des précautions, je parle au conditionnel ou probablement, parce que c'est très difficile d'avoir des informations fiables et vérifiables. Il y a, en consultant les sites spécialisés sur le net, sites auxquels on peut faire confiance, j'ai pu constater qu'il y avait aussi pas mal de désinformation et d'intoxication, donc il faut faire très attention, y compris sur les sites spécialisés. Mais il semblerait que ces otages soient encore dans le nord Mali, dans cette région, dans ce massif montagneux où il y a beaucoup de grottes, qui est d'ailleurs très, très joli, qui s'appelle le Kimetrine. Donc voilà, vous avez cette compétition sur les ressources, sur les industries extractives, recomposition des zones d'influence avec une présence de plus en plus grande des Américains, des Français et des Chinois. La différence entre les Chinois et puis les 2 autres que je viens de citer, c'est que la pratique politique des Chinois est très claire, c'est une pratique capitaliste classique, c'est gagnant-gagnant, moi je gagne, mais toi aussi tu dois gagner, donc on partage les bénéfices. À la différence des autres pays qui ont une pratique, j'utilise le mot même s'il est grossier et s'il fait peur, une pratique impérialiste des pays occidentaux qui, eux, interviennent beaucoup plus dans le politique que ne le font les Chinois. Les Chinois ne sont pas en position pour former des relais politiques pour les Français, pour les Chinois, pour les Américains, etc. Donc c'est la grande différence actuelle. Rien ne dit que dans 5 ans, dans 10 ans, les Chinois n'auront pas la même pratique et qu'ils ne s'appuieront pas sur des relais politiques en créant des rapports de force, en créant des échanges, etc. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est qu'actuellement, il y a une politique de développement culturel du chinois. Il y a de plus en plus d'Africains qui font des études en Chine, qui apprennent le chinois, etc. Donc la dimension culturelle, on ne peut pas la déconnecter non plus de la dimension politique, que même si cette dimension politique n'existe pas actuellement, elle peut intervenir dans le futur. Donc c'est les 2 grandes différences que je ferai, compte tenu du fait que pratiquement dans tous les pays concernés, Angola, Guinée, Niger, etc., la coopération chinoise, on peut dire aussi la coopération chinoise, va dans le sens de la satisfaction de certains besoins économiques exprimés par les États concernés. Une différence quand même de taille, si vous prenez les réalisations que cette grande société Areva, dirigée par Madame Anne Lauvergeon, les réalisations qu'elle a faites à Arlit après 40 ans, vous verrez que c'est particulièrement remarquable. Pas 1 centimètre carré de goudron, pas d'eau potable, strictement rien, autour d'une base vie, qu'on appelle base vie, qui fait couler l'eau 25 heures sur 24 et qui utilise l'électricité 27 heures sur 24. Imaginez qu'est-ce que ça peut donner comme représentation et comme frustration et comme sentiment de révolte quand pratiquement rien n'a été fait pour le développement régional. Cela dit, cet aspect-là a été récupéré par certains, mais je pense qu'il est utile de le mentionner et que l'on peut espérer qu'avec le nouveau gouvernement qui s'est mis en place depuis le 7 avril, les exigences de développement régional, il y a possibilité pour un État-nation d'exiger un développement régional auprès de ces grandes sociétés multinationales qui font quand même des bénéfices énormes et qui n'ont pas contribué au développement de l'Afrique. À cet égard, je pense que ces grandes sociétés considèrent l'Afrique un peu comme un réservoir. Et comme cette notion de réservoir me permet de dire que quand il faut piocher dans des ressources, à un moment donné, quand on considère qu'on pioche dedans par des besoins
d'ordre politique et économique, et ça pose le problème des relations de dépendance et de domination de l'Occident sur les pays, sur les États-nations africains, et ça révèle aussi l'absence de développement justement de ces pays quand même qui regorgent de richesses. Si on prend tous les exemples où il y a du pétrole dans les pays africains, il n'y en a quasiment pas qui ont eu des retombées bénéfiques pour le développement économique et pour l'émancipation de leur population. Donc j'ai parlé des industries extractives, j'ai parlé du problème d'ordre religieux avec les pratiques de l'AQMI, donc les djihadistes et puis les fondamentalistes. Il y a un troisième aspect qui est tout aussi important et qui s'imbrique avec les deux choses que je viens de dire, c'est maintenant le trafic de drogue. Sur cet ensemble-là, c'est traversé par le trafic de cocaïne, laquelle cocaïne vient bien sûr d'Amérique latine, est acheminée sur la Guinée-Bissau et remonte sur le nord avec deux axes, un axe vertical, donc une partie de la cocaïne brute, qui est acheminée sur l'Europe en passant par les Canaries, et une partie qui va sur le Moyen-Orient, donc sur l'Égypte et Israël. Donc vous voyez, axe horizontal, axe vertical et axe horizontal. Donc ces trois éléments-là, la cocaïne, ça rapporte beaucoup d'argent, beaucoup, et ça contribue d'une manière efficace à la destruction des liens sociaux et à la formation de ce que j'ai appelé une forme d'ethno-territorialisation qui est liée à l'acheminement de la cocaïne. Je m'explique sur cette notion d'ethno-territorialisation parce que ça repose le problème des relations interethniques cette fois-ci, notamment au Mali, mais aussi au Niger, mais avec plus particulièrement entre les Touaregs et les Toubous, pour le contrôle de l'acheminement de la cocaïne. Actuellement, on assiste à une compétition et même à des affrontements qui ne sont pas toujours des affrontements très tendres pour le contrôle d'espace permettant l'acheminement de la cocaïne. C'est dire à quel point aussi, quand se pose le problème du contrôle de l'acheminement de drogue illicite, se pose le problème de qui intervient pour acheminer. Donc on constate qu'il y a certains éléments, toutes ethnies confondues, qui participent à ce trafic de narcotrafiquants de cocaïne. Il n'y a pas que la cocaïne, il y a bien sûr aussi le cannabis. De mon point de vue, le danger le plus grand, parce que c'est ça qui déstructure les liens sociaux, c'est ça qui génère le rapport à l'argent facile, c'est ça qui débouche sur la délinquance de toute nature, c'est bien le problème de la drogue. Qui dit problème de la drogue dans cet espace saharo-sahelien ne peut pas faire l'économie aussi des modalités d'acheminement de ces drogues illicites sans se référer notamment à l'armée, puisque c'est l'armée qui est présente. Quand je me réfère à l'armée, je me réfère à la corruption qui est extrêmement importante, notamment à propos de ces drogues illicites, entre les narcotrafiquants et certains officiers qui ont quelquefois beaucoup d'étoiles sur les épaules. Donc c'est vous dire qu'à quel point ça gangrène tout un pays et que ça pose le problème suivant: est-ce que ces États ont les capacités et la volonté politique, ce qui n'est pas toujours le cas, de lutter contre le trafic de drogue? Donc confrontés au problème de trafic de drogue illicite, notamment cocaïne et cannabis, confrontés au problème de l'intervention militaire des groupes djihadistes, plus les multinationales qui sont là le plus souvent pour piller les ressources minières, on peut s'interroger sur le devenir de ces États. Je disais au début, ou je ne me souviens plus si c'était avec Daniel que j'en parlais tout à l'heure, le processus de formation de territoire à caractère, je dis bien territoire et non pas espace, à caractère ethnique, de mon point de vue, intervient, en tout cas se consolide et s'affirme, notamment à travers l'acheminement et le contrôle de la drogue, au point où on peut parler de forme d'ethno-territorialisation de cet espace. Vous avez des espaces qui sont entièrement contrôlés par les Berabiches, d'autres portions spatiales qui sont contrôlées par les Touaregs, ça c'est pour le Mali,
La même chose au Niger, dans les relations avec les Toubous pour acheminer la cocaïne d'ouest en est, puisque un des pays d'accueil, un des pays de vente, c'est le Moyen-Orient, c'est l'Égypte et puis Israël. Donc c'est vous dire les enjeux qu'il y a sous cet angle-là. Ça intervient, disons, à partir de 2004-2005, donc ça fait simplement que 5 ans, mais on voit les dégâts occasionnés pendant ces 5 dernières années, une prolifération de la petite délinquance, et la petite délinquance, elle renvoie aussi à la grande délinquance renvoie à la corruption et gangrène aussi de certains appareils d'État. Donc c'est vous dire que ça sera extrêmement difficile pour les nouveaux pouvoirs, y compris pour le Mali, puisque des élections auront lieu l'année prochaine en 2012. Mais dans l'immédiat, pour le Niger qui vient d'élire un président qui se réclame de la social-démocratie, puisqu'il est affilié à l'internationale socialiste, quelles sont les possibilités et la volonté politique pour s'attaquer à de tels réseaux? Je dis réseau au sens fort du terme, ça veut dire que ça ramifie l'ensemble du corps social et que ça touche aussi aux appareils d'État les plus construits. Voilà l'essentiel de ce que je voulais dire. Peut-être qu'au cours du débat, d'autres idées me viendront en tête et que je pourrai les développer en répondant à vos questions. Je ne conclurai pas, je ne ferai pas de résumé, j'exprimerai tout simplement des inquiétudes importantes. Pourquoi inquiétudes importantes? Parce que je ne vois pas ce que l'on peut faire dans de telles circonstances. Il faudrait vraiment, je ne sais pas trop quoi. J'ai oublié de dire aussi à propos de la militarisation du Sahara que l'Algérie était partie prenante de cette militarisation du Sahara, puisque en novembre 2010, à l'initiative du chef d'état-major de l'armée algérienne, il a réuni tous les chefs d'état-major de la Mauritanie, du Mali, du Niger, et du Tchad. Il était prévu aussi que les chefs d'état-major de l'armée libyenne intégreraient ce qu'on a appelé l'OTAN à Tamanrasset, mais que ça ne s'est pas encore fait compte tenu de la situation actuelle. Donc on voit, si vous voulez bien, une sorte de répartition où l'Algérie veut maintenir et assurer sa volonté de leadership sur l'ensemble de la sous-région. Chaque fois qu'il y a une réunion de caractère mondial, comme ça a été le cas à Bamako, vous êtes sûr que 15 jours ou 3 semaines après, l'Algérie prend une initiative beaucoup plus réduite et concernant l'ensemble des pays de la sous-région que j'ai énuméré. Donc au niveau de la mondialisation, ça c'est quand même un élément nouveau, avec ce que j'ai parlé, le Pensée à l'initiative et puis le Trans-Sahara Counter Initiative, avec un budget important, le retour des militaires français sous forme opérationnelle, donc sous forme ponctuelle, qui là renvoie à ce qu'on a appelé la France-Afrique et que l'on peut toujours appeler aussi la France-Afrique, et au niveau sous-régional, le rôle hégémonique et la volonté de leadership de l'Algérie qui renvoie au problème des relations entre l'Algérie et le Maroc. De mon point de vue, il ne pourra pas y avoir de solution pérenne, durable dans cet espace saharo-sahelien tant que le problème du Polisario ne sera pas résolu entre l'Algérie et puis le Maroc. Donc c'est une vue un peu de géopolitique que j'ai voulu vous brosser, mais lors du débat, on peut revenir à des problèmes beaucoup plus ponctuels, beaucoup plus locaux, parce qu'en tant qu'anthropologue qui a fait de l'anthropologie politique, j'ai surtout travaillé au niveau local et au niveau régional avant de me préoccuper de géostratégie et de géopolitique, parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe actuellement si on n'a pas cette approche géopolitique qui donne quand même des éléments d'explication importants. J'en terminerai en faisant référence à la situation qui prévaut à l'issue de l'intervention des militaires occidentaux en Libye, qui crée comment dire, plus que des turbulences, qui crée j'arrive plus à trouver mes mots, je suis un petit peu fatigué, des bouleversements au niveau de l'ensemble de cette sous-région, au niveau de la Mauritanie, du Mali et du Niger, surtout Mali et Niger.
l'Organisation internationale des migrations a chiffré entre 60 000 et 70 000 migrants qui étaient en Libye, qui sont sur le point de partir, et certains d'entre eux sont partis pour rejoindre leur pays, donc les subsahariens, qui vont rejoindre le Libéria, le Nigeria, le Togo, le Bénin et tout ce que vous voulez, et qui nécessairement passeront par le Sahara. Je vais vous citer un exemple, une commune qui s'appelle Dirkou, qui est une petite commune de 2000 ou 2500 habitants. Il y a à peu près 3 semaines, il y avait 1900 migrants nigériens qui provenaient de Libye. Comment vous allez nourrir ces 1900 personnes? Comment vous allez les organiser? Avec aucun moyen. Je crois qu'ils ont trouvé comme moyen de trouver, 8 camions qui auraient dû rapatrier 450 Nigériens à Agadez. Agadez, vous voyez, c'est un peu plus au sud. Donc le goulot d'étranglement va se faire maintenant à Agadez, à relier avec toute la délinquance qu'il y avait déjà au préalable, mais qui ne pourra que s'accentuer d'une manière très grave, avec aussi toutes les conséquences au niveau politique, parce que les populations sahariennes sont divisées dans leur position à l'égard de Kadhafi. Vous avez des populations, notamment des populations arabes et touaregs, qui sont favorables à Kadhafi, et d'autres populations arabes et touaregs qui sont tout à fait contre Kadhafi. Donc vous voyez, ça crée une internationalisation du problème, en créant des contradictions importantes à l'intérieur même des groupes sociaux et des entités ethniques. Donc il faut dire que la situation est assez inquiétante. Ça, c'est pour le problème de la migration. Mais on dit parce qu'il semblerait que les services spécialisés n'aient pas confirmé que l'AQMI se soit procuré des armes lourdes, je dis bien des armes lourdes, en Libye. En troisième lieu, le colonel Kadhafi a fait appel, comme vous le savez, à des mercenaires. Et cet appel de Kadhafi aux mercenaires, ça s'est fait au Mali, notamment à Bamako, dans un des grands hôtels dont Kadhafi est propriétaire. Il recrute beaucoup de Touaregs du Nord, moyennant $500 par semaine, ce qui fait quand même $2000 par mois. Ça doit faire à peu près 1 800 €, quelque chose comme ça, plus distribution d'armes. Donc c'est extrêmement inquiétant, parce que qu'est-ce qui va se passer dans 15 jours, qu'est-ce qui va se passer dans un mois, qu'est-ce qui se passera dans 2 mois ou dans 3 mois, personne ne le sait. Au Niger, la même chose. Certains éléments acheminent des mercenaires locaux sur la Libye. Je ne citerai pas des noms parce qu'on va m'accuser de délation, mais on connaît les personnes qui se livrent à ce genre de trafic. Donc, il va y avoir des antagonismes violents qui vont apparaître dans peu de temps. L'AQMI, encore une fois, détentrice d'armes lourdes, les migrants qui arrivent et qu'on ne pourra pas du tout encadrer. Donc, on peut supposer qu'il y aura encore explosion des différents trafic, y compris de drogue illicite et d'autres choses. Je n'ai pas parlé des trafics de cigarettes et de la prostitution, mais c'est aussi un des aspects qui est loin d'être négligeable. Et dans un contexte comme ça, qu'est-ce que des États fragiles, démunis, peuvent faire? Alors, il y aura une hypothèse qu'on peut envisager, c'est que dans cette situation, si on fait le lien entre la Côte d'Ivoire, la Libye, ce qui se passe dans les pays arabes et pour ce qui se passe et ce qui va se passer dans l'ensemble saharo-sahélien, est-ce que sur la base de cette recomposition des zones d'influence, ça ne débouchera pas à un moment donné sur la remise en cause des frontières existantes? C'est une question en tout cas que l'on peut se poser, parce que les richesses minières sont aux frontières ou bien dans des zones incontrôlables, c'est les zones sahariennes, elles sont difficilement contrôlables. Donc c'est la raison pour laquelle je suis très inquiet sur le devenir de ces pays et le devenir de ces populations qui, elles, sont confrontées à ces nouvelles réalités et qui sont complètement démunies et dépourvues aussi de capacités de réponse. Par ailleurs, et j'en aurais terminé, l'argent facile, c'est toujours aussi facile à acquérir. Donc on voit bien que maintenant la valeur cardinale, c'est l'argent. Comment se procurer de l'argent? On se procure de l'argent par l'acheminement de la drogue, mais on peut s'en procurer aussi par la sous-traitance, puisqu'il semblerait que l'AQMI passe par des sous-traitants pour prendre certaines personnes en otage.
Je crois savoir, c'est des chiffres qui ont été avancés, mais là aussi c'est difficilement contrôlable, je crois que les 4 otages restants, la négociation se fait sur la base de 90 millions d'euros. Ça me semble beaucoup, parce qu'avant, je crois que c'était 10 millions par otage, un truc comme ça. Donc vous voyez la transformation de l'otage en otage marchandise, c'est-à-dire qu'on ne peut même plus parler d'otage, on ne peut parler que de valeur marchande de l'otage. Voilà, j'en aurais terminé. J'espère que je n'ai pas été trop confus et que j'ai réussi à faire passer quelques idées et un ou deux messages. Donc je suis à votre disposition pour répondre à vos questions si toutefois vous en avez. Merci de votre attention. Pardon ? Je distribue la parole. Oui, distribuer, ouais. Oui, est-ce que tu pourrais repréciser dans le point historique de la Libye, parce qu'on en parle beaucoup, l'actualité évidemment. Moi, tu as parlé du père Foucault, je crois me souvenir que ce sont des rebelles Sénoussi qui l'avaient assassiné, c'est ce qu'on racontait à l'époque, il y a peut-être d'autres versions. Et puis toutes les aides de Kadhafi à tous ces pays avant les événements, avant 2001 justement, il y a un point historique. Alors, ça c'est une première question par rapport à la Libye. Et puis, tu parlais des populations arabes et touareg qui étaient soit contre Kadhafi, soit pro-Kadhafi, pour simplifier. Une division. Je pourrais développer. Et puis, mon autre question, comme ça sera fait en vrac, c'est quel est l'impact. Alors là, l'argent facile, on sait bien où ça mène, mais comment se font les alliances des gens qui sont encore un peu pasteurs nomades? Comment ils vivent ça? Est-ce qu'ils abandonnent complètement le désert, déjà qui est difficile, après les sécheresses des années 70, mais comment ça s'organise? Et puis, si tu pouvais, moi j'ai un peu du mal avec cette expression. Ah, pardon. C'est l'expression qui est ethno-territorialisation. Tu m'en as parlé un peu tout à l'heure. C'était le fait qu'on se partageait les territoires, les moments de passage, les zones de passage et de package. Est-ce que ça fonctionne plus du tout, ça? Ou bien il y a encore, en plus souterrain, en économie traditionnelle, ces échanges et ces tolérances? Tu peux préciser un petit peu tout ça? D'accord. Donc sur l'avant-dernière question, le gros problème c'est que je n'ai pas les moyens et les informations concrètes pour t'y répondre, compte tenu du fait que depuis 2 ans, tout cet espace nous est interdit par le ministère des Affaires étrangères qui a classé tout ça en zone rouge. Donc pratiquement, c'est pas pratiquement, on ne peut pas s'y rendre. Si on s'y rend, c'est à nos risques et périls. Donc c'est la raison pour laquelle je ne peux pas répondre à ta question. Je ne sais pas quel type de réaction les populations peuvent avoir. Ça, il faudrait une étude de terrain simplement de 15 jours ou 3 semaines. La deuxième chose sur le problème de l'ethno-territorialisation, ce n'est pas une expression que j'utiliserais avant la période cocaïne. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'espaces sur lesquels évoluaient des ethnies entre guillemets différentes, notamment les Berbérabiches, les Berabers, les Koumta et puis les Touaregs, mais il n'y avait pas de conflit violent pour le contrôle d'un espace pour acheminer un produit. Il y avait des tensions qui pouvaient exister pour l'accès aux ressources naturelles, aux ressources végétales et minérales, les puits. Il y avait quelques heurts qui pouvaient se faire, y compris par exemple dans le Gourma malien pour le Fogno, entre les Peuls et les Touaregs qui se filaient des coups de bâton, et ensuite aussi on réglait ce problème-là avec la Kalachnikov, mais je n'utiliserai pas le terme territoire à cause justement de cette connotation politique qu'il peut avoir, de mon point de vue. C'est peut-être pas partagé par tout le monde. Je ne dirais pas ça, territoire, pour cette période pré-drogue. En revanche, quand il y a eu des problèmes importants, ce qui est classique, on le voit partout, en Amérique latine, etc., il y a des définitions spatiales qui prennent la forme de territoire parce que c'est des groupes qui contrôlent un espace et qui négocient les conditions d'accès à cet espace. Ce qui n'est pas la même chose que pour l'accès au terrain de parcours. Les conditions d'accès à la ressource naturelle, végétale ou minérale
se fait sur la base de consensus ou sur la base, disons, de droit d'usage. Tandis que là, c'est plus du tout le droit d'usage, c'est le droit de la force qui prime. Ou tu payes, je te laisse passer, ou tu payes pas, et on se bat. Je caricature à peine. D'où l'expression ethno-territorialisation, parce qu'il y a des processus de formation de territoire à l'intérieur d'un territoire national qui est dessaisi de son contrôle sur la nation. C'est la raison pour laquelle je dis l'État actuellement n'exerce plus sa souveraineté nationale, puisqu'il y a des portions territoriales non négligeables sur lesquelles son autorité ne s'exerce plus. D'un côté, la sanctuarisation avec l'ACMI, le Timédrine, mais pas uniquement le Timédrine, et puis les processus d'ethno-territorialisation. Quelques mots peut-être pour compléter aussi cet aspect-là, c'est que il ne faut pas se représenter non plus l'ACMI comme étant une bande de voyous, loin de là. Loin de là, il y a des intellectuels, il y a des... Moi, quand je travaille à Bamako avec mes copains du Nord qui sont à Bamako, ils ne comprennent pas tellement mes propos. Ils me disent, mais nous, on a mal aux dents, il y a un dentiste de l'ACMI qui vient, qui nous soigne, qui nous enlève une dent, qui nous soigne, il y a du sucre, il y a du thé, il y a du riz, etc. Donc ils ont une vue, une représentation positive, parce qu'effectivement, ces populations qui ont été délaissées pendant pas mal de temps, l'image de l'ACMI qu'ils ont, c'est plus de l'aide que d'autre chose. Reste le problème, c'est que, est-ce qu'il y a des prêches comme il y a eu des prêches en Algérie? C'est ça qui m'importe. Comme on n'a pas accès au terrain, moi je ne peux pas savoir qu'il y a des prêches. Ensuite, sur la Libye. La Libye est quand même un cas particulier par rapport aux autres pays cités, parce que l'organisation politique de la Libye est fondée sur la notion de tribu. Je pense qu'avoir recours à la notion de tribu en ce qui concerne la Libye me paraît tout à fait pertinent et comme ayant une valeur explicative pour ce qui se passe actuellement. Vous n'êtes pas sans savoir que quand Kadhafi a pris le pouvoir, je crois en 1969, pour prendre le pouvoir, il s'est appuyé sur certaines tribus, notamment la tribu duquel il est issu, donc sur toute la partie tripolitaine, lésant toute la partie cyrénaïque, qui était une partie monarchique. Toute cette partie-là était sous l'influence du roi Idriss Sénoussi. On retombe sur le problème de la Sénoussia. Et actuellement, dans le contexte actuel, le pouvoir... On ne peut pas parler de pouvoir central, parce qu'avec la Libye, c'est compliqué. On ne peut pas parler d'État, puisque c'est une Jamaria. C'est les comités révolutionnaires, etc. Donc on a du mal à utiliser nos notions et nos catégories occidentales pour pouvoir en parler. Mais en tout état de cause, on voit bien qu'il y a non pas un retour de la tribu, parce que le problème tribal a toujours existé à l'époque de Kadhafi, au point où il a voulu créer cette grande ligue des grandes tribus sahariennes. Je crois que c'est quelque chose comme ça, il y a 6 mois, 1 an ou 1 an et demi, qui aurait regroupé en définitive toutes les sociétés nomades de cette bande saharienne. Donc la relation à la tribu en Libye est extrêmement prégnante, elle est très très forte, et elle continue à conditionner le rapport aux politiques actuellement. C'est peut-être ta question. Ensuite, sur l'assassinat de Charles de Foucault, effectivement, on a dit que c'était un groupe sénoussiste. C'est contesté, parce que c'est quand même des locaux qui l'ont trahi. Mais dans un contexte où la Sénoussia avait des visées politiques, puisque les visées politiques de la Sénoussia étaient d'organiser politiquement le monde nomade. Donc ce contexte-là, déjà, ce qui fait le lien, le trait d'union qu'on peut faire avec la situation actuelle, c'est qu'il semblerait que Al-Qaïda soit assez présente à Benghazi et qu'ils ont déclaré que 6 ou 7 membres d'Al-Qaïda ont été tués hier ou avant-hier. Donc ce qui risque de réenclencher une expansion d'Al-Qaïda qui avait été dénoncée à l'époque de Kadhafi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une quinzaine de jours, il avait dit « Ah bon, vous allez voir avec Al-Qaïda », il avait prévenu de voir ce qui va se passer, parce que lui-même avait été confronté à ce problème politique, je crois, en 2006 ou 2007, où il avait matraqué, il a l'habitude quand même de cogner. Ensuite, il y a une question que tu as posée, et qui est un élément nouveau, c'est que on ne peut pas contester que Kadhafi a une aura.
Il a une aura sur l'ensemble du continent africain, enfin, sur une grande partie du continent africain, et plus particulièrement sur les populations nomades. Mais l'élément nouveau, c'est qu'il y a maintenant une sorte de division sur les sites, sur les forums, les différents forums. On voit bien, il y a des Touaregs qui prennent position et qui soutiennent Kadhafi. Par exemple, par-delà les Touaregs, à Bamako, il y a 15 jours, il y a eu une manifestation pour soutenir Kadhafi qui a réuni 50 000 personnes à Bamako. À Niamey, le même jour, il y avait aussi une manifestation de soutien à Kadhafi qui a été interdite. Donc il a quelque part quand même un écho. Il se dit roi des rois, je ne sais trop quoi, mais par-delà le côté un peu grotesque et grandiloquent, il a incontestablement une assise et un écho. Bon, il a beaucoup arrosé, c'est quand même un pays qui était riche, donc il a beaucoup de chefs d'État lui sont redevables, et beaucoup de chefs d'État disent mais s'il disparaît, qu'est-ce qui va se passer ? D'une part. D'autre part, qui va le remplacer en tant que chef d'État de Libye ? C'est quand même un gros problème. On ne voit pas de personnes émergentes qui seraient susceptibles de fédérer une opposition qui est très hétéroclite. Dans l'opposition, vous avez des monarchistes, vous avez des djihadistes, vous avez des anti-Kadhafi, vous avez des gens qui ont rallié la rébellion et qui étaient dans le staff proche de Kadhafi. Donc tout ça est très très hétérogène. Et cette hétérogénéité, on ne la va pas transparaître au sein du Conseil national de la transition, qui demeure quelque chose, quand les médias en parlent, ils font référence au Conseil national de la transition, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas quels sont les interlocuteurs. Il y a quand même une chose qui est quand même étonnante, c'est qu'on intervient pour établir ou rétablir la démocratie, et en même temps on négocie avec des instances qui n'ont rien de démocratique. Quand même des contradictions qui sont quand même un peu fortes. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement avec l'Irak ? Je pense pas. Fort et fédérateur. Comment ? Il y a un dictateur qui était fort et qui était fédérateur par la force. Oui, c'est un peu le cas. Mais ta comparaison avec l'Irak est intéressante parce qu'on voit, si on compare l'Irak, l'Algérie et la Libye à propos de la rente pétrolière, on voit que la rente pétrolière, dans un premier temps, est accaparée par certaines personnes, mais qui a des conséquences sociales importantes. C'est développement de l'école, développement de la santé, il y a des actions sociales très très importantes qui font en sorte qu'il y a une adhésion qui se crée. Mais l'effet pervers de cette rente pétrolière fait en sorte que, de par l'enrichissement et de par l'absence de toute organisation politique d'opposition, le régime ensuite dérive très rapidement sur des pratiques dictatoriales, ce qui a été le cas de Kadhafi. En plus, ce qui n'est pas négligeable non plus, c'est-à-dire l'application de ces pratiques dictatoriales renvoie au moment où il y a la chute du pétrole. Le prix du pétrole chute considérablement, donc il renforce son pouvoir en utilisant des pratiques de type tyrannique. Donc c'est lié. Le comportement politique de ces gens-là sont fortement conditionnés par le pétrole et le prix du pétrole. Ce que je crains, c'est que le problème soit le même de nos jours avec le prix de l'uranium, avec ce qui vient de se passer au Japon. Les conséquences politiques peuvent être aussi comme ça. C'est-à-dire que les incidences du coût du prix de l'uranium et du pétrole sur les politiques nationales sont loin d'être négligeables. Donc la comparaison avec l'Irak, sauf que l'Irak, il y avait un État et qu'il y avait un parti politique qui était le Baas. Tandis qu'en Libye, c'était le clan de Kadhafi et les comités révolutionnaires qui étaient à la solde de Kadhafi, c'est connu, c'est pas... Donc pas d'organe régulateur, c'est ça que je veux dire, pas d'organe régulateur susceptible de déboucher sur autre chose que des pratiques dictatoriales et aussi sur des assassinats, c'est pas... Oui. Pourquoi est-ce que l'Égypte ne profite pas de cette situation pour aider, entre guillemets, mais aussi finalement régler le problème de la Libye? Parce qu'ils ont les moyens militaires, ils ont la population, ils pourraient justifier le fait que ces ressources ne profitent qu'à des quelques populations faibles, alors qu'eux-mêmes finalement sont frustrés de l'accès au pétrole coincé entre l'Arabie de l'autre côté qui a tout et l'argent, et eux, ça serait le moment ou jamais de mettre de l'ordre.
Dans la situation actuelle, je vois mal les autorités politiques et militaires. Ce que vous dites aurait peut-être été possible il y a 1 ou 2 mois avant les événements libyens, mais actuellement je ne crois pas. L'armée égyptienne est contestée très forte. C'est-à-dire que le mouvement populaire rejette la présence des militaires. Donc, oui, mais d'un autre côté, en aidant une population qui se révolte, il pourrait se blanchir aussi, enthousiasmer les gens, puisque ça serait une aide. C'est une carte qu'il aurait pu jouer. Alors, une autre question, de toute façon, qu'est-ce qui reste à ces populations? On a fait tout à l'heure allusion au fait que le nomadisme s'était complètement dépassé, qu'avec le changement climatique dans la zone, de toute façon, ça ne permettait pas, surtout à des populations qui, je suppose, se sont elles aussi augmentées par rapport à ce qu'elles étaient au début du siècle, voire au 19e siècle. Donc, de toute façon, la seule solution pour eux, c'est effectivement de jouer une carte nouvelle qu'on appelle le drogue, banditisme ou tout ce qu'on veut. Vaste problème. Moi, je ne dirais pas que c'est la fin du pastoralisme nomade. Je dirais que c'est des sociétés pastorales qui sont confrontées à des crises structurelles qui font en sorte que des pans entiers de la société ne peuvent plus assurer des pratiques qui ne peuvent plus assurer l'économie pastorale. Ben, elle est encore vivante. Si on prend par exemple le Tchad, c'est un peu différent du Mali et du Niger, mais le Tchad, moi je n'ai jamais vu autant de troupeaux et de bergers qu'au Tchad. C'est incroyable. En saison des pluies, c'est des centaines et des centaines de tentes arabes comme ça alignés, les peuls qui arrivent, ça grouille, ça bouge de partout. Donc moi je ne dirais pas que c'est la fin du pastoralisme nomade. Je dis qu'elle est en crise et que dans certains pays où il y a eu des politiques de sédentarisation, le pastoralisme nomade a disparu. Là je fais référence à l'Algérie, et la 3e phase de la révolution agraire à l'époque de Boumedienne avait pour objectif la sédentarisation des nomades. C'était le résultat d'une politique de l'État. Alors que dans les autres pays tels que Mauritanie, Mali, Niger, etc., il n'y a pas eu de politique, au sens réel du terme, de sédentarisation. C'est une des raisons pour lesquelles il y a des différences fondamentales par rapport à l'Algérie. Par rapport à la Libye, le processus de sédentarisation, il a été fortement conditionné aussi par le développement industriel. Donc il y a une diversité de cas importants. Ensuite, pourquoi les Égyptiens devraient intervenir alors que les troupes de l'OTAN sont là? Donc, que viendraient faire les Égyptiens dans ce contexte-là, puisque l'OTAN est là? Bon, pour le moment, on ne sait pas très bien comment ça va évoluer parce qu'ils ne veulent pas négocier avec le colonel, mais je crois que ça échappe complètement aux autorités égyptiennes. Maintenant, le problème, c'est ce qu'on continue à appeler la communauté internationale. Moi, je ne sais pas très bien ce qu'elle recouvre, mais enfin, l'Union africaine a pris quand même des positions. Oui, mais justement, il est tellement contradictoire. En fait, d'après ce que vous nous avez appris ce soir, il semble que je comprenne très bien que ça sera un échec. Il y a des tendances qui sont les unes contre les autres, parce que justement, vous l'avez décrit au niveau des pays concernés, mais c'est vrai aussi au niveau des soutiens derrière. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas unanimité. On comprend mieux à travers ce que vous avez dit les réticences d'un certain nombre de pays dits développés qui ne se sont pas vraiment liés à ça parce qu'ils pensent que derrière, on ne va pas s'en sortir. Donc si on ne s'en sort pas, il y aura un vide. Parce qu'apparemment, actuellement, personne ne veut vraiment mettre le pied dedans et ça va être donc quelqu'un d'autre qui doit le faire. Et la seule légitimité pourrait venir des gens du coin. Mais avec les gens du coin, c'est clair. C'est-à-dire les Égyptiens entre autres, parce qu'ils sont du coin. Enfin, plus du coin que les Américains, les Français, les Russes ou les Chinois qui pourraient vouloir intervenir. Les Chinois ne sont pas dans la communauté internationale interventionniste. Ils ont adopté une position plus habile, ainsi que les Russes, ils sont plus malins. Mais pour en revenir plus sérieusement cette fois-ci, l'Égypte actuelle n'a pas du tout les moyens pour intervenir où que ce soit. Elle est confrontée à de tels problèmes de politique intérieure. Je ne vois pas comment elle pourrait intervenir face à un pouvoir tel que celui de l'ONU et puis le bras armé de l'ONU qui est l'OTAN. Donc oui, je considère que ça peut déplaire, mais qu'effectivement l'OTAN est le bras armé de l'ONU. Si on reprend le problème libyen, il y a quand même eu des propositions de médiation de paix
qui ont été faites par certains pays latino-américains, la presse n'en a pas parlé. La presse n'a pas parlé de cette médiation qui devait être assurée par l'ex-président Lula. La presse n'a pas parlé non plus de la réunion de l'Union africaine à Nouakchott avant l'intervention de la communauté internationale. Or, l'Union africaine avait pris des positions très claires là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'on a tendance un peu à s'asseoir sur les décisions prises par l'Union africaine quand ça ne convient pas. Oui, déjà en tant qu'Africaine, je tiens à vous remercier pour votre présentation, parce que je trouve que votre présentation d'aujourd'hui présente des informations qui souvent ne sont pas relevées dans les médias de masse. Et puis, j'aimerais également dire qu'il est bien facile de dire que j'aimerais savoir quelle est la délimitation entre la dégénérescence de la souveraineté, comme vous l'avez dit, parce que le pouvoir central dans ces États-là est fragile, et puis le droit d'ingérence par exemple, les puissances occidentales. Parce que selon le droit international, il n'est pas normal qu'on ait des puissances d'occupation, et encore plus, c'est la population qui choisit ses dirigeants. On ne peut pas venir choisir les dirigeants d'une population à sa place, quoi. Et quand il s'agit par exemple de la Libye, moi quand je regarde les médias et tout, je me rends compte qu'on ne parle que de 2 villes, Misrata, Benghazi, mais je ne pense pas que 2 villes puissent être représentatives de tout un pays. Ce n'est pas pour dire non plus que je suis pro-Kadhafi, mais seulement que dans ce qui est souvent dit, il y a beaucoup de campagnes de médias mensonges, et que lorsque ces interventions-là se font dans des pays éloignés, ces puissances-là considèrent beaucoup des vices qui s'y développent comme des dégâts collatéraux, mais ces dégâts collatéraux ne le sont pas pour les populations qui y vivent, parce que c'est la véritable misère. Et puis le moment venu, lorsqu'il y a un enlisement, il suffit juste de retirer ses troupes et de rentrer chez soi et on a toute sa tranquillité. Donc, selon vous, est-ce que cette dégénérescence de la souveraineté peut justifier ce droit d'ingérence que les grandes puissances semblent avoir sur les pays moins nantis? Donc, cette question, moi je vais vous répondre, je vais vous donner une position personnelle, donc un parti pris. Je ne pense pas que la démarche scientifique soit neutre et je ne me réclame pas d'une neutralité. Le droit d'ingérence, pour moi, ça relève du droit de domination, mais qui est justifié actuellement par une sorte d'impérialisme humanitaire. Maintenant, on ne parle plus de droit d'ingérence, on dit au nom de l'humanitaire, on fait intervenir les puissances occidentales à travers des pratiques militaires. On se dit, qu'est-ce que ça veut dire? La légitimation, elle se fait dans ce sens-là. Je constate aussi que le droit d'ingérence est toujours appliqué par les pays occidentaux sur des États dont les chefs d'État ou les États ne conviennent pas aux pays occidentaux. Donc il y a quand même des pratiques discriminatoires sur lesquelles on peut s'interroger. Par exemple, je me pose la question suivante, pourquoi au Yémen il n'y a pas d'intervention de la communauté internationale? Pourquoi au Bahreïn il n'y a pas d'intervention de la communauté internationale? Pourquoi les gendarmes du monde interviennent en fonction d'une géométrie variable que eux décident? C'est quand même tout un problème qui heurte mes valeurs, parce que ça se pose aussi en termes de valeurs. Un des leaders du droit d'ingérence, je ne citerai pas son nom, mais c'est quelqu'un qui avait un sac de riz sur l'épaule gauche et une kalachnikov sur le flanc droit. C'est comme ça que je donnerais la métaphore du droit d'ingérence. Non, ça c'est pas... Si le droit d'ingérence s'appliquait effectivement sur la base de droit, on pourrait dire que oui, ça convient à quelque chose, mais ce n'est pas le cas. Si vous prenez tous les gouvernements qui ont été soutenus jusqu'à maintenant, ce n'est pas des gens qui brillaient par leur démocratie, ce n'est pas des gens qui ont brillé par leur honnêteté. Alors c'est quand même des gens qui ont été cautionnés par pratiquement tous les gouvernements français. Donc je crois que la France-Afrique, elle existe encore. Et puis, ça pose effectivement je pense que probablement vous faites référence à la situation libyenne et à la situation ivoirienne.
Ce matin, j'ai entendu RFI à 6h30, j'ai entendu à 7h, à 7h30, mais c'était incroyable à quel point ils ont utilisé des témoignages pour que tous les témoignages disent à l'unanimité que les troupes françaises ne sont pas du tout intervenues. Donc quand on entend ce genre de choses-là, je veux bien être pris pour un imbécile, mais il y a quand même des limites à faire. Or que tout le monde sait qu'il y a eu effectivement intervention des troupes françaises. Ça fait partie aussi du droit d'ingérence. Mais je crois qu'il y a des intérêts quand même importants. Il y a de grandes sociétés, les sociétés de Bolloré, etc., qui ont des intérêts. Et puis, il y a une chose aussi qui est assez significative dans les analyses politiques et dans la présentation politique par les médias, c'est qu'on parle d'individus. On parle de Gbagbo, on parle de Ouattara, Ado, mais on ne parle pas des populations, on ne parle pas non plus des États. Toutes les choses sont focalisées sur des personnes. Bon, c'est l'approche du bien et du mal. Hein. Il y a ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. Les bons, c'est ceux qui sont d'accord avec moi, et les mauvais, ce sont ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Je caricature à peine. Il y avait le monsieur là qui voulait parler. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai la chance par ma vie professionnelle de travailler pendant 30 ans dans à peu près tous les pays sahariens. Et le crédit que rencontre Kadhafi dans une grande partie de la population de la bande saharo-sahélienne s'explique parce qu'on ne nous a jamais peut-être trop parlé, à savoir la situation sociale en Libye. Kadhafi est un dictateur, c'est évident. Hein. Comme tous les dictateurs, en plus c'est un personnage fantasque et relativement cruel, c'est un sanguinaire. Ce qui ne l'a pas empêché d'aider à un certain développement de son peuple par différentes mesures, entre autres d'octroyer aux femmes un vrai état civil, avec un vrai code civil, de proposer à la jeunesse des possibilités de scolarisation et d'études réelles, avec des accès à des boulots, de pensionner aussi, bon ça c'est un peu, c'est certainement très discutable, de pensionner une grande partie de sa population, puisque les citoyens libyens touchaient un minimum vital, qui est très élevé pour l'Afrique, hein, qui serait presque suffisant pour survivre en Europe. C'est un personnage qui a réalisé ponctuellement beaucoup de gestes d'aide matérielle au Niger, au Mali, l'aéroport d'Agadez, etc., etc. Cet ensemble de choses, je crois, fait naître dans la population, dans cette population africaine, dans cette partie de la population africaine, l'idée qu'il pourrait y avoir d'autres dictateurs, uniques, et qui ne soient pas uniquement des voleurs. Et je crois que ça... je ne sais pas si ça a son crédit, mais en tout cas, c'est une chose dont on ne parle jamais. J'ai vécu à Ghat, à Arad, un citoyen pouvait se faire soigner, c'est dans le sud libyen, gratuitement. La clinique où il travaillait, hélas encore il y a quelques temps des Bulgares, est un hôpital comme chez nous, du même standard, il n'y a aucun problème. C'est un pays où il y avait des routes. Quand j'entendais que sur la 2, je crois l'autre jour, au début du conflit, que la Libye était un pays en ruine, etc., c'est un peu Marianne Staffel, c'est un truc à 3 balles qui est pour les idiots. C'est le seul pays de la région qui tient un peu la route, structurellement. Voilà, c'était une petite réflexion. On n'a pas trop parlé des rébellions Touareg, qui sont un peu apaisées actuellement, en stand-by, et qui sont une partie dont la problématique rejoint en partie ce que vous énonciez tout à l'heure, à savoir les alliances opportunistes avec certaines branches d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, en tant que prestataire, en de main, et puis quelques petites alliances par-ci par-là, même si ça ne représente pas l'ensemble très loin de là et loin trop du peuple touareg. La situation au nord du Tchad avec le CNT, Comité national du Tibesti, Comité national Tibesti, en fait. Pour autant que le Tibesti puisse être une nation. Et c'est le paradoxe tchadien un peu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le Tchad, après 40 ans d'échauffement et de guerre, de clans, de guerre aux frontières, de guerre, etc., connaît une paix relative. Est-ce que vous pensez qu'elle sera durable?
C'est comme le développement, je n'ai pas l'impression qu'il sera durable. Et en fait, il me semble qu'on assiste au Sahara à un glissement vers ce qu'on appelle une zone grise, en partie. Et le grand danger, en tout cas, qui pourrait se produire, c'est que toute la partie Sahara centrale et la partie septentrionale des pays sahéliens deviennent une zone de type somalien. C'est vrai que la Drazifora n'a jamais été une région, je connais relativement bien Aguelog, entre Aguelog et Gao, le Thessalie, n'a jamais été une région sûre, pour des raisons structurelles, parce que c'était un carrefour, parce que ça n'a jamais été une région contrôlée, en fait. Mais il s'est posé, vous savez, le coup du 727, qui s'est posé avec 5 tonnes de cocaïne. 10. 10 Il y a débat là-dessus. Hein. On ne sait pas encore, c'est un truc un peu louche. Oui, non, mais enfin, il y avait quelques appuis pour se poser là-bas. Ouais. Voilà, je ne veux pas accaparer la parole. Mais, merci de votre intervention. On est en pays connu. Voilà. Ouais, sur Kadhafi, bon, c'est le problème des médias. Hein. Les médias ont une approche extrêmement manichéenne. Il faut stigmatiser soit un peuple, soit un individu pour faire passer une politique. Pareil, quand on a dit qu'il y avait plus de 6000 personnes qui avaient été tuées par Kadhafi en l'espace de 30 secondes, on se dit, tiens, 6000 quand même, ça parle. Hein. Et il s'est avéré qu'il n'y a eu aucun satellite qui a fait la démonstration oui, absolument, mais médias mensonges, manipulation, oui, tout à fait. Tout à fait. Sur les rébellions Touareg, c'est très compliqué à aborder, parce que dès qu'on aborde ce type de problème-là, ça déchaîne les passions. Que je n'ai jamais compris, parce que déchaîner les passions, ça veut dire aussi les difficultés à avoir des analyses objectives, indépendamment de ses appartenances ethniques. C'est toujours très très difficile à aborder. Je vous en parle à toute connaissance de cause. Et actuellement, je crois qu'il y a maintenant peut-être possibilité de discuter politique avec les anciens rebelles Touareg ou les futurs rebelles Touareg, parce qu'il y a quelque part une prise de conscience qui s'est faite. Pourquoi il y a cette prise de conscience qui s'est faite ? Il y a eu un développement aussi de toute une technologie. Donc là, ça communique très très vite avec Internet. Moi, je suis sur 3 forums, je vois les discussions qu'il peut y avoir. Ça veut dire que maintenant, il y a expression politique d'individus appartenant à la même communauté Touareg et au même lignage. Ça, c'est quand même un élément nouveau qui fait en sorte qu'on peut avoir maintenant un rapport aux politiques différent. Cela dit, une majorité non négligeable de Touaregs ont rallié l'appel à Kadhafi. Sur le problème maintenant des relations avec l'AQMI, oui, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas les Touaregs en général, mais il y a des éléments Touaregs connus qui, à un moment donné, flirtent avec l'AQMI pour telle et telle raison. Comme dans toute société, pour l'argent, dans toute société, il y a des gens qui sont... oui, il n'y a pas... Mais dès qu'on touche à ça, après, c'est lever le bouclier, on s'identifie, ah ouais, tu t'es contre nous, etc., etc. Bon, c'est comme ça. Voilà, merci. C'était un peu pour... je ne connais pas tous ces coins-là, même je ne suis jamais allée dans le Nord, là. Mais peut-être un peu pour revenir sur l'idée de zone grise, d'après ce que j'ai compris de votre exposé tout à l'heure, enfin, il y a plutôt des choses que je n'ai pas compris. Je me suis mal exprimé. Non, que vous m'expliquiez un peu mieux l'idée de sanctuarisation, dont vous avez parlé en particulier au Mali. Et je voulais savoir quel est le rapport entre les gens qui sont affiliés à l'AQMI, je ne sais pas comment on peut dire, et les pouvoirs centraux, enfin les pouvoirs à Niamey, à Bamako et au Tchad. Une précision, moi je ne parlerai pas de zone grise, je parlerai de zone de non-droit. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je crois que zone de non-droit est plus fort que zone grise. C'est zone de non-droit parce qu'effectivement, il n'y a aucun droit qui s'exerce. Alors pourquoi sanctuarisation ? Sanctuarisation, ça renvoie à sacré, donc ça renvoie à religion.
Or, une des finalités du GSPC et maintenant aussi de l'ACMI, c'est des finalités politico-religieuses pour appliquer les préceptes, du Coran. Donc là-dessus, le terme convient. Maintenant, la pratique des éléments de l'ACMI vis-à-vis des populations, à l'entendu et au témoignage que j'ai pu avoir à Bamako par des gens que je connais très très bien, il y aurait, je parle au conditionnel parce que moi-même je n'ai pas pu le voir, et puis lorsque j'ai demandé des données concrètes sur les mariages avec qui et qui se fait, il y a certains éléments de l'ACMI qui ont épousé des femmes balawiches, donc des femmes mortes balawiches. J'ai demandé s'il y en a combien, il y en a 50, il y en a 100, il y en a 10, etc. Personne n'a été en mesure de me dire le nombre, mais c'est significatif que certains groupes donnent des femmes en mariage à des éléments de l'ACMI, c'est-à-dire qu'implicitement, il y a une reconnaissance. La reconnaissance, elle n'est pas nécessairement ni théologique ni politique, c'est pas une adhésion, mais c'est une reconnaissance de la présence. Du côté Touareg, Timotrin, c'est juste en face à un espace qui est occupé par un lignage qu'on appelle les Idnan. Et il y a aussi certaines femmes Idnan, donc Touareg, qui ont épousé des membres de l'ACMI. Donc ça veut dire que le processus d'insertion dans les sociétés locales, il est déjà engagé. Et s'il est déjà engagé, avec la situation qu'il va y avoir actuellement, ça ne peut, de mon point de vue, que se développer. Et si ça se développe, ça veut dire que ça sera porteur, à terme, de partition territoriale. D'où le fait qu'actuellement, il y a un développement, un développement notamment par l'Union européenne qui vise à réintroduire, à faire en sorte que l'armée malienne retourne dans ces zones-là. Parce que l'armée malienne avait déserté ces zones-là au moment de la rébellion de 1990. Et c'était des groupes militaires qui étaient complètement isolés, donc la décision au niveau du pouvoir central a dit qu'il faut les rapatrier, sinon ils vont se faire zigouiller. Donc pendant la rébellion, ceux qui étaient présents se sont rabattus sur Gao et sur Tombouctou. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Il y a autre chose. Après, ce que je me demande, c'est les groupes qui sont affiliés à l'ACMI deviennent de plus en plus importants, enfin là-haut, dans le nord. Mais est-ce qu'ils ont envie de descendre et de prendre c'est idiot ce que je veux dire, mais de prendre le pouvoir au Mali, ou c'est plutôt sur la partie saharienne que ça se joue, et uniquement sur cette partie-là? Je vais vous répondre indirectement, et après directement. La stratégie du GIA et du GSPC en Algérie était la conquête du pouvoir d'État. En ce qui concerne les pays saharo-sahéliens, ce n'est pas la conquête du pouvoir d'État. Dans un premier temps, ça vise à affaiblir sensiblement l'État. Mais si ça vise à affaiblir sensiblement l'État, c'est simplement une première phase. Il y aura une seconde phase. De mon point de vue, c'est une hypothèse, c'est que les stratégies de l'ACMI visent à créer les conditions d'un émirat, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'un État. Ensuite se pose le problème suivant, si effectivement, parce que l'Algérie est divisée en 8 émirs et 8 régions militaires. Le Sahel est considéré par l'ACMI comme étant la 9e région militaire. C'est intéressant de voir qu'il résonne avec le découpage administratif, militaro-administratif en Algérie. Donc vous avez actuellement un émir du Sahel, qui a le titre d'émir avec des compétitions entre deux personnages pour la lutte pour le pouvoir au niveau de l'émir. Donc on peut imaginer, c'est pas simplement imaginer, ça renvoie aussi à des données concrètes, qu'un des objectifs serait de créer des émirats. Si vous comparez la nature politique des émirats par rapport à la nature politique des États-nations, les États-nations africains, même si la démocratie est loin d'être brillante, il y a quand même des aspects de démocratie, il y a des contre-pouvoirs, il y a tout ça, etc. Ce qui n'est pas le cas des Émirats. Donc si ça va dans le sens des Émirats, ça va dans le sens de pouvoir personnel, incontesté et incontestable, parce que se réclamant du droit divin. C'est Dieu qui intervient, c'est pour ça que c'est grave. Ensuite se pose le problème, ce sont des hypothèses, j'anticipe dans le futur, mais il faut anticiper aussi, en supposant qu'il y ait création d'émirats, que vont faire les multinationales qui interviennent sur le pétrole et sur l'uranium? Bien sûr qu'ils vont négocier avec des émirs. Où seront les contre-pouvoirs? Qui va dire, ben non, là c'est une relation que tu as fait d'éléments de M. Mohamed, ce que vous voulez, etc.
Donc ça ne peut que renforcer ces structures que l'on connaît dans d'autres endroits du monde, ces structures d'émirats. Moi, ma crainte et mon inquiétude, c'est ça. C'est que c'est pas impossible que les responsables politiques en place n'aient pas envisagé cette hypothèse de mise en place d'émirats. En tout cas, pour le moment, ça va un petit peu dans ce sens. Hein. Ça se ramifie, ça affaiblit le pouvoir d'État, ça affaiblit donc le pouvoir étatique. Et si ça l'affaiblit, je ne pense pas que ce soit pour la prise du pouvoir d'État. Et je complète par rapport à votre question, ça se ramifie quand même sur le Sud. Ce n'est pas simplement que la bande saharo-sahélienne. Il y a des liens qui se sont faits entre un mouvement national djihadiste nigérian, donc du Nigeria, avec l'AQMI au Mali. Donc il y a déjà des contacts qui se font, qui se diffusent donc sur le Sud. Ensuite, il va se passer aussi, que va faire le gazoduc qui devait passer par le Niger et qui maintenant va passer par l'Algérie, par le Mali, Algérie, pour alimenter le gaz sur l'Europe. Ça va être encore porteur de pas mal de choses. Le nord nigérien est quand même traversé par des turbulences religieuses extrêmement importantes. Donc ça, c'est déjà en train de se ramifier sur le sud. J'ai entendu des prêches à Bamako qu'on ne pourrait peut-être pas caractériser comme étant des prêches djihadistes, mais quand même comme étant des prêches qui relèveraient du fondamentalisme. C'est ça qui est les inquiétudes. Mais aussi à propos de Kadhafi, au moment des légions islamiques, beaucoup de Touaregs ont rallié les légions islamiques, mais dans les légions islamiques, il y avait un enseignement du Coran. Donc Kadhafi aussi a utilisé la religion à des fins politiques. Vous avez un pays qui est surprenant, je lis ça dans les sites spécialisés hier, l'Ouganda soutient Kadhafi. J'étais très surpris de voir que l'Ouganda soutient Kadhafi. Donc il doit y avoir quelques petites ramifications là-bas qui a fait en sorte que, officiellement, il soutient Kadhafi. Donc ça dépasse l'espace saharien. Oui, je voulais simplement vous poser la question de savoir entre l'AQMI et les groupes, les ethnies qui font le trafic du drogue, ça doit garder quand même, non? Parce que c'est pas les mêmes points de vue. C'est pas toujours les mêmes points de vue, mais quelquefois aussi, même si c'est pas les mêmes points de vue, quelquefois il y a des points de vue d'intérêt commun. C'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que j'insiste pour dire qu'on ne peut pas parler globalement des choses. On peut très bien imaginer, mais ce n'est pas simplement de l'imagination, qu'à un moment donné, vous êtes sur les positions de l'AQMI parce que ça rapporte, il y a un autre moment où vous êtes sur d'autres positions. Hein. C'est ça aussi la flexibilité. Et c'est ce qui se pratique assez souvent. D'autres questions? Monsieur? Vous avez déjà posé. Il a été dit à plusieurs reprises que l'on n'avait pas d'informations ou de mauvaises informations sur ces régions. Moi, je suis tenté de dire que l'on n'a que la mauvaise information que l'on mérite. Évidemment, certains se contentent, comme argent comptant, de ce que nous disent les journalistes, qui font de leur mieux quand même, de TF1, d'Antenne 2. Moi, je peux affirmer quand même, c'est un point de vue personnel, que quand on lit par exemple Jeune Afrique, eh bien, on a des informations très crédibles et beaucoup de choses que vous avez présentées ce soir sont toutes les semaines évoquées de façon très sérieuse et avec son pendant mensuel maintenant qui s'appelle La Revue. Donc je pense qu'on peut très bien s'informer, mais il faut chercher les bonnes sources d'information. Deuxième chose, vous avez dit qu'il était peut-être possible, qu'il allait peut-être y avoir une remise en cause des frontières existantes. Mais cela existe déjà, puisque le Sud-Soudan va quand même... il a répondu oui déjà par référendum, et au mois de juillet prochain, il aura son indépendance effective. Donc c'est déjà un pied dans la fourmilière.
Merci de vos deux remarques. Oui, tout à fait. Hein, ça commence avec le Soudan. Et ça a généré aussi pas mal de problèmes, hein, cette partition. Ma crainte en Côte d'Ivoire était la suivante, c'est que la Côte d'Ivoire procède d'une partition, la partie sud à Gbagbo et la partie nord à Ado, à Ouattara, qui aurait été intégrée par le Burkina. Il y a eu à un moment donné ces enjeux-là. Maintenant, si vous transférez le problème dans tout cet espace saharien où les frontières politiques, dans des souverainetés sur des espaces vont voler en éclats, c'est très facile de faire des partitions. Il suffit de générer, de faire de la manipulation et de créer les conditions d'une turbulence généralisée sur l'ensemble de cet espace. Que faire? Maintenant, sur Jeune Afrique. Jeune Afrique est lu par des lecteurs, par un lectorat quand même initié qui s'intéresse à l'Afrique. C'est déjà des gens qui sont sensibilisés à la politique africaine. Mais je vais vous citer un exemple de désinformation. Moi, je travaille beaucoup sur les sites spécialisés pour le programme dont j'ai parlé tout à l'heure. On a fait référence pendant pas mal de temps, y compris dans la presse française, d'un imam qui s'appelait Abdelkrim le Touareg et qui avait sous ses ordres, sous sa dépendance, une 60aine de Touaregs considérés comme étant une branche de l'AQMI. C'est allé très loin. Ce même Abdelkrim le Touareg a été identifié en Guinée-Bissau à la faveur d'une réunion provoquée par les latino-américains, les narcotrafiquants sud-américains, et la presse a mentionné sa présence là. Moi, quand on m'a parlé d'Abdelkrim le Touareg, j'ai dit, mais attends, d'abord, pourquoi on dit Abdelkrim le Touareg? Pourquoi on ne dit pas Mohamed l'Arabe ou Moussa le Peul? J'ai dit, mais ce monsieur, il a un papa, il a quand même un père. S'il n'a pas de père, c'est aussi significatif. Donc j'ai posé la question à plusieurs personnes, des locaux, parce qu'on avait présenté ce monsieur Abdelkrim le Touareg comme étant l'imam de Kidal. Attention, l'imam de Kidal, c'est pas n'importe qui. À Bamako, j'ai posé la question à tous mes copains de Kidal, ils n'avaient jamais entendu parler d'Abdelkrim le Touareg. Ensuite, il y a une autre version qui disait, ah mais non, c'est pas Kidal, c'est pas Kidal, c'est à Khdal, à côté de Tinzaouaten, côté malien. Même chose, c'était pas un Touareg, c'était un Belaviche. Vous voyez toute la manipulation qu'il y avait derrière, qui s'inscrivait dans un contexte de stigmatisation des populations Touareg pour faire la démonstration que les Touaregs étaient sur les positions de l'AQMI. Donc il a fallu que je consulte d'autres sites, le Jeune Afrique en a parlé, le Figaro en a parlé, le Parisien en a parlé, on a présenté des choses comme étant, ça c'est typique de la désinformation qui vise à des finalités de manipulation politique. C'est gros quand même. Comment voulez-vous dévoiler ça? Il faut quand même être très spécialiste, fouiller dans tous les sites spécialisés, y compris les sites de renseignement d'État, pour voir que c'était une fabrication. C'est pour ça que c'est très délicat de parler de tous ces problèmes. Y compris, c'est vous qui avez parlé du Boeing avec les 10 tonnes de cocaïne. Il semblerait que ce soit encore beaucoup plus compliqué qu'on ne l'ait dit. Donc le problème pour nous, c'est comment on peut accéder à un embryon de vérité. On ne peut plus aller sur le terrain. Donc on est confronté à la rumeur sans avoir les capacités de dire ça c'est de la rumeur et ça c'est pas de la rumeur. On n'en sait rien. Mais de mon point de vue, c'est aussi une fonction politique. C'est-à-dire, à partir du moment où on n'a plus les moyens de faire des analyses politiques, c'est déjà faire de la politique et nous neutraliser. Toutes les confusions qui sont entretenues, la confusion a une fonction politique. Elle nous empêche de faire des analyses. Et quelquefois, elle nous conduit dans des impasses ou à faire des erreurs. Merci d'être venu, merci de vos questions. Je trouve que c'est des questions très, très intéressantes.